BFM Business, BFM Bourse, mouvement de marché. Et les prix du pétrole, eux, ont beaucoup reculé depuis les records d'il y a quelques jours. Le baril de Brent actuellement sous les $100. Oui, on est repassé sous les $100 avec la peur qui a tendance à refluer un tout petit peu, puisque les messages sont un peu plus encourageants sur le front des discussions entre Russes et Ukrainiens. Et donc ce Brent qui recule un petit peu sous les $99 en ce moment. On va en parler avec l'un des meilleurs spécialistes du marché des matières premières énergétiques, Alexandre Angloer. Bonjour Alexandre. Bonjour. On est ravi de vous retrouver. Les prix du pétrole qui repassent donc sous les $100. La chute vous semble-t-elle aussi excessive peut-être que la hausse l'avait été? Elle est effectivement, a priori, un petit peu excessive. Alors, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est lié à l'apaisement qu'il y a dans ce conflit en Ukraine. Il y a aussi eu d'autres nouvelles un peu plus négatives sur la Chine, qui pouvaient faire craindre que la croissance de la demande pétrolière risque d'être un peu plus faible. Et enfin, les discussions en Iran qui semblent avancer aussi. Mais si on met tout cela ensemble, on revient quasiment au niveau d'avant. Il faut quand même avoir en tête que la production russe, ou en tous les cas les exportations de pétrole russe, vont, quoi qu'il arrive, baisser dès le début du mois d'avril. Donc là, effectivement, on pense qu'on est peut-être allé un peu trop bas, trop vite, parce qu'à moyen terme, on va quand même avoir un grand pays producteur de pétrole qui aura plus la même capacité de production et d'exportation que ce qu'elle a eu il y a 2 mois. Est-ce qu'on arrive justement, et particulièrement quand on est comme vous un spécialiste de ces sujets, est-ce qu'on arrive à définir ce que serait le nouveau prix d'équilibre des cours du pétrole dans un monde dont l'architecture des approvisionnements sera amenée en effet à évoluer avec ce qui est en train de se passer en Ukraine? Écoutez, si on prend un peu ce que voit le consensus en termes de perte de production russe, on a les alentours de 2 à 3 millions de barils par jour, qui sont à 3/4 compensés parce que l'Iran et le Venezuela peuvent amener. Mais ça nous ramène juste au sujet d'avant, qui était un marché déjà extrêmement tendu, avec des capacités disponibles faibles, qui seraient quasiment nulles avec le retour de l'Iran et le Venezuela. Et donc un problème structurel qui reste à régler. Moi, je pense que tant que la croissance de la demande n'est pas sérieusement menacée, on n'aura pas de prix d'équilibre atteint. Je pense que au-dessus de 120, ou peut-être plutôt à 150, on aurait une espèce de demande pétrolière qui pourrait baisser. $100, ça me semble pas suffisant dans le contexte actuel. Je rappelle que la demande est encore extrêmement forte et que les investissements manquent depuis plus de 5 ans. Donc je pense qu'on est vraisemblablement, même s'il y a un apaisement du conflit, dans un environnement où le prix du pétrole doit être au-dessus de $100. D'autant que les entreprises, à chaque phase de repli des cours, comme on l'observe en ce moment, les entreprises risquent de vouloir en profiter pour peut-être restocker, profiter d'une accalmie sur les cours pour à chaque fois restocker, ce qui limiterait le potentiel à la baisse sur ces cours du pétrole. Alors, elles peuvent restocker, mais il faut quand même avoir en tête que ça fait 2 ans que c'est l'inverse qui se passe. Tellement la demande pétrolière est forte. On a des stocks qui sont plus bas. Donc oui, il y a une volonté potentielle de vouloir racheter dans une crainte d'une envolée de prix. Et je pense surtout qu'il va falloir ce pétrole le consommer immédiatement parce que la demande reste très forte. D'où pourrait venir, du coup, dans ce monde qui va devoir rebâtir ses approvisionnements énergétiques, d'où pourraient venir les nouvelles sources justement d'approvisionnement en pétrole pour essayer de limiter la flambée des cours? On entend beaucoup parler de l'Iran, on entend aussi parler du Venezuela, peut-être d'autres idées. Qu'est-ce qui vous semblerait l'hypothèse, le scénario le plus crédible, Alexandre? Alors pour vous donner l'ordre de grandeur, c'est principalement l'Iran qui est le potentiel acteur pour amener le plus de barils sur le marché. D'ailleurs, nous, chez Kepler, on pense qu'une bonne partie du prix est déjà intégrée. Aujourd'hui, une bonne partie du retour de la production est déjà intégrée dans le prix. Bon, si demain l'Iran annonce revenir sur le marché, je suis pas sûr que ça va vraiment entraîner une baisse du prix du pétrole parce que le marché a déjà acté ça. Les avancées sont très fortes. Donc l'Iran, c'est 1 à 1,3 million de barils supplémentaires sur le marché, suivi par le Venezuela. Le Venezuela, il y a effectivement une très forte dégradation des équipements. Le capital humain est parti aussi. Ah oui. Donc ça va être très compliqué de revenir sur des niveaux qu'on a connus avant, mais on parle là de 400 000 barils par jour, donc c'est 3 fois moins que l'Iran.
Et après, structurellement, on a le schiste, mais le schiste ne peut que compenser pour l'instant la croissance de la demande mondiale. Donc une fois de plus, si effectivement en Russie on perd les 2 à 3 millions de barils par jour, ils sont à peine compensés par les deux pays, donc Iran et Venezuela. Et donc ça nous ramène à la situation de départ. Même si, à moyen terme, la situation s'est détériorée du fait que tous les acteurs pétroliers internationaux, enfin quasiment tous, se soient retirés de la Russie, ce qui signifie que la production russe va décliner beaucoup plus vite que ce qu'on aurait pu penser à horizon 3 à 5 ans. On va évoquer le gaz aussi dans un instant, mais cette dernière question concernant le pétrole, les Saoudiens, on l'a appris hier, sont en train de discuter avec les Chinois pour éventuellement désormais accepter les yuan, donc la devise chinoise, en échange du pétrole. Alors on comprend bien sûr l'intérêt des Chinois qui veulent dédollariser le monde, et ils y parviendraient d'autant plus si l'Arabie Saoudite accepte leur yuan, mais du côté saoudien, quel serait l'intérêt d'accepter des yuan plutôt que des dollars en échange du pétrole? Il faut avoir sacrément confiance en la monnaie. Je pense que le dollar reste la monnaie forte dans le secteur pétrolier. Ce serait une première quasiment. Donc je pense que c'est juste une question de stratégie géopolitique pour essayer de ramener aussi les États-Unis vers l'Arabie Saoudite. Je vous rappelle que depuis que Biden a été élu président, il n'y a pas eu d'appel avec le prince d'Arabie Saoudite. Donc il cherche aussi à attirer l'attention, et c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas vraiment ouvert potentiellement les vannes quand les prix du pétrole ont flambé. Et donc, comme promis, un mot des cours du gaz aussi. Le gaz dont l'Europe dépend énormément, le gaz russe, l'Union européenne pourrait, d'ici la fin de l'année, c'est ce qu'ont annoncé certains dirigeants européens, l'Union européenne, d'ici la fin de l'année, diminuer de 2/3 sa dépendance au gaz russe. Est-ce que ça vous semble crédible? Est-ce que ce planning, d'ici la fin de l'année, réduire de 2/3 notre dépendance, vous semble pouvoir être atteint? Est-ce qu'on a une idée de comment faire? Alors ça me semble très ambitieux, très agressif. Je ne pense pas que ce soit réalisable en si peu de temps. D'ailleurs, aujourd'hui, l'Italie a mentionné qu'il lui fallait au moins 3 ans pour totalement se désengager du gaz russe. Donc on voit bien qu'il y a certains acteurs qui disent déjà qu'il faut au moins 3 ans pour totalement s'en séparer. Je ne vois pas de capacité suffisante pour venir totalement compenser ou compenser à 2/3 d'ici la fin de l'année. Alors, on les connaît, les potentiels substituants, c'est le gaz en Algérie, c'est des unités d'import de LNG, c'est réutiliser du charbon, et c'est même potentiellement générer un peu d'électricité avec du pétrole. C'est ce qu'a dit l'Italie ce matin. Mais vous mettez tout ça ensemble, c'est quand même des investissements. Ça se fait en quelques années, ça coûte quelques milliards. Je pense que le message est politique. Maintenant, la réalité, ça risque de prendre récemment, comme le dit l'Italie, qui est très dépendante du gaz russe, au moins 3 ans. Ce qui est dans l'histoire relativement court, quand même, quand on pense à la dépendance russe qu'on a depuis des décennies. C'est vrai aussi. Ah oui, c'est du temps long, l'énergie, évidemment. Et un mot des énergies vertes, elles vous semblent, on entend beaucoup parler en ce moment, évidemment, comme d'une nécessité. On voit les valeurs liées aux énergies vertes largement surperformées en bourse depuis le début de cette guerre en Ukraine. Pour vous, c'est la solution ou au contraire, les énergies vertes peuvent constituer aussi une forme de cheval de Troie dans la mesure où elles sont intermittentes et donc nous rendent encore plus dépendants du coup des énergies fossiles quand il y a moins de vent ou moins de soleil? Je pense que c'est totalement complémentaire par rapport aux énergies fossiles. Le gaz restera vraisemblablement l'énergie encore la plus utile de la génération d'électricité sur une dizaine d'années. Donc je pense que c'est principalement sur le gaz qu'il va falloir regarder. Effectivement, on a envie d'accélérer cette transition avec les problématiques qu'on a eues avec la Russie. Mais je suis pas sûr que ça va peser vraiment dans la balance dans les prochaines années. D'ailleurs, on le voit en Norvège, qui est un pays où le parc automobile de voitures électriques est à plus de 50%. C'est pas les ventes, c'est vraiment le parc automobile. Et on voit qu'il y a quand même encore une croissance de la demande pétrolière et gazière. Donc le temps, effectivement, ici est aussi très long, parce que c'est l'industrie qui tire aussi encore cette demande d'hydrocarbures à la hausse. Alexandre Lauer pour Kepler nous accompagner. Merci beaucoup Alexandre. Ce coup d'œil donc aux matières premières et aux grands enjeux énergétiques. Des matières premières et des cours qui tendent à se calmer. Le Brent, pour revenir au pétrole, sous les $100 aujourd'hui, $98,60 pour être précis. Le CAC 40 lui gagne toujours 3,8%. On reviendra sur cette tendance du jour dans un instant avec nos experts. Tout de suite, une idée de valeur quand même. Si vous souhaitez compléter ou diversifier vos portefeuilles boursiers, on va rejoindre Aymeric Lang.